Elle portait la robe de ses rêves, une traîne qui ondulait comme une vague de soie et un voile si léger qu'il semblait effleurer l'air. Les coupes de cristal scintillaient sous les lustres, les serveurs avançaient comme une chorégraphie invisible. Autour d'eux, la ville retenait son souffle, un mariage de milliardaires, annoncé depuis des mois, promettait ce soir l'union la plus attendue de la saison. Sur la pelouse, sous des arcs de fleurs blanches, Milena souriait avec l'assurance de qui croit tenir le monde entre ses mains. Son maquillage était parfait, ses dents, un alignement d'argent. À quelques pas, Vera observait avec une fierté froide, ajustant le collier comme si elle venait d'accomplir un chef-d'œuvre. Et puis, avant que la musique n'atteigne son apogée, un bruit sec résonna contre la grille. Un coup, puis un cri, puis des pas qui haletaient. Le murmure des invités se mua en une onde. Un visage tassé dans une veste usée apparut au-delà du portail. Une femme qui n'aurait jamais dû être là. La mariée fronça les sourcils. Le maître de cérémonie tressaillit. Quelqu'un murmura « Qu'est-ce qu'elle fait là ?» Ce jour-là, tout a basculé. Si cette histoire vous captive, abonnez-vous pour d'autres récits bouleversants. La femme à la grille s'appelait Fabricia. 10 ans plus tôt, elle arpentait les couloirs d'une université publique, pas comme une spectatrice, mais comme une étudiante affamée de savoir et de chance. Elle avait des rêves modestes et précis, terminer son cursus, décrocher un travail qui ne la renierait pas, et, si la vie le permettait, aimer sans calcul. Eduardo se trouvait alors sur la même trajectoire. Héritier discret d'une fortune ancienne, il fréquentait les mêmes amphithéâtres sans fanfare, attiré par la simplicité d'une conversation honnête. Leur complicité fut lente, faite de partage de sandwichs, d'éclats de rire sur des bancs trop usés, d'un livre prêté et jamais rendu. Milena n'était pas encore la femme du grand monde. Elle était l'étudiante à la beauté étudiée, la présence lumineuse qui aimait être regardée. Son sourire savait se faire calcul. Sa mère, Vera, lui avait enseigné l'art de viser haut. La société comme une scène où l'on ne devait jamais laisser apercevoir la main qui tire les ficelles. Ce fut cette leçon qui, sous le vernis du soutien maternel, forgera la décision qui détruirait une vie. La nuit où Fabricia perdit tout ne fut pas violente selon les yeux de ceux qui relatent les faits. Elle fut froide, méthodique et rapide. Une porte qui claque, des affaires disparaissant d'une valise, une accusation subtilisée là où il fallait pour faire croire qu'elle avait trahi la confiance de la pension. Le complice, un jeune homme embauché pour la voir s'éloigner, joua son rôle avec la discrétion d'un machiniste. La police, les papiers, tout fut arrangé pour que les responsables paraissent inexistants. À l'aube, la chambre vidée, une adresse effacée et la rue pour seule demeure. On ne raconte pas les violences dans les détails, mais on en mesure les conséquences. Le froid, la faim, la dignité qui se fissure sous la pluie. Fabricia resta debout, néanmoins, non pas brisée, mais polie par une douleur lente et constante. Elle garderait au fond d'elle une mémoire tenace, le visage d'Eduardo, une photo glissée dans un vieux portefeuille, un regard partagé dans un couloir d'université qui, aujourd'hui, lui donnait l'impression d'être à la fois éloigné et irrésistiblement proche. Le présent la ramenait ce soir à la grille du manoir. Elle n'avait pas choisi ce lieu pour la beauté des fleurs. Elle cherchait une bouche qui prononcerait une vérité. Elle savait qu'elle risquait le rire, l'indifférence, la violence verbale. Mais l'approche du portail n'était que la première étape d'un plan qu'elle avait muré dans la patience. Sa voix, quand elle parla, était sèche mais ferme. « Je veux parler à Eduardo Blackwood. » Milena la repoussa d'un mouvement du poignet, comme on écarte un insecte d'une robe neuve. « Sortez d'ici, vous déshonorez l'événement, lança-t-elle, plus pour l'effet que pour le respect de la personne. Vera desserra son collier d'un geste de mépris. Autour, les flashs crépitaient comme une pluie artificielle. Un invité plus curieux que magnanime reçut le spectacle comme une pièce de théâtre. Mais Eduardo sentit quelque chose d'autre. Une remontée d'un souvenir, l'odeur d'un parfum frugal, une hésitation dans le visage de cette femme qui ne correspondait en rien à la silhouette qu'on essayait de lui assigner. Il demanda au maître d'hôtel de servir une assiette.
pas par ostentation, mais parce que c'était la main la plus immédiate qu'on lui tendait. Il n'imaginait pas alors que ce geste ouvrirait une serrure dans sa mémoire. « Donnez-lui un couvert » murmura-t-il, presque pour lui-même. Le serveur obéit. Quelques instants plus tard, le regard d'Eduardo se posa sur un détail. Une inscription maladroite sur une boucle de ceinture, un rappel troublant d'un bracelet qu'il avait offert 10 ans plus tôt à quelqu'un qu'il croyait perdu. Les images affluèrent par gouttes, hésitantes d'abord. Un baiser volé dans une bibliothèque, une séance de révision partagée, un sourire échangé entre 2 semaines d'examen. Il n'était pas encore sûr. L'intuition était un fragment tremblant, mais suffisant pour changer la direction d'un homme. Tiago, son ami de toujours, remarqua le trouble. Tiago était le genre de confident qui ne s'affiche pas. Il tient les secrets comme on tient une flamme, en équilibre, prêt à la protéger ou à la souffler. Il s'approcha, posa la main sur la manche d'Eduardo et, d'un ton bas, suggéra la prudence. Eduardo secoua la tête, comme pour chasser une poussière. « Ce n'est rien !» dit-il. Mais son cœur cognait un autre rythme. Pendant qu'il parlait, Fabricia se retira, non pas vaincue, mais mûrissant le pas suivant. La soirée suivit son cours, mais pour certains invités, l'ombre d'un mystère avait été plantée. Ce soir, parmi les rires, un fil restait mal tendu. Quelques regards se posaient sur la femme aux vêtements rapiécés et s'en détournaient avec un mélange d'impatience et de culpabilité muette. Le contraste était vif. Soie contre carton humide, parfum de santal contre odeur d'huile rance. Les mondes se fissuraient comme une plaque de verre sous la pression. 10 ans s'étiraient dans un montage silencieux. On pouvait presque lire les années sur le visage de Fabricia, des ridules là où le temps était passé à gratter, des mains plus sèches où la peau avait appris à se défendre. La ville, implacable, avait poli ses contours. Elle disait que la misère s'accroche, mais la dignité, elle, a d'autres manières de tenir. Les nuits de pluie, elle se souvient des soirées d'études et d'un rire partagé. Le jour, elle cherchait une manière de rendre la mémoire contre les bouts de papier qui la renvoyaient aux factures non payées. C'est au tournant d'un après-midi que le hasard, ou peut-être la chance, posa sa main sur elle. Dans un petit café à l'angle d'une rue principale, une conversation imprudente se déroulait à une table voisine. Milena et Vera y parlaient, pas des futilités que l'on attendrait d'elles, mais d'une entreprise plus sinueuse, la manière dont elles avaient poussé quelqu'un hors d'un logement, comment elles avaient organisé une nuit qui ferait d'une étudiante une paria aux yeux de la pension. Elle riait, un rire qui sonnait creux, nourri par l'assurance que ce qui avait été fait ne remonterait jamais. Le barista, un homme à l'œil sombre nommé Raphaël, nettoyait une tasse près d'elle. Il connaissait les clients, leurs habitudes, leurs histoires. Il n'avait pas la prétention d'un justicier, mais l'éthique d'un homme qui ne supporte pas de voir la cruauté déguisée en conversation. Il savait aussi qu'il y avait des caméras dans le café, utiles pour la sécurité et pour preuve en cas de litige. Les enregistrements restaient disponibles quelques semaines sur le serveur du propriétaire avant d'être archivés. Raphaël fit ce que peu font. Il nota le créneau horaire, se rendit à la petite salle de contrôle backstage où l'accès était autorisé aux employés chargés de la surveillance et demanda poliment au gérant l'autorisation d'extraire un segment précis. Le gérant, fatigué et peu regardant, céda. C'était un geste sans conséquence à ses yeux, un copier-coller de fichiers pour des raisons administratives. Raphaël exporta prudemment la séquence, la glissa sur une clé USB et partit avec la lourdeur d'une décision qui ne se prenait pas à la légère. Il ne révéla pas son nom à la femme sur la grille. Il la trouva quelques jours plus tard, près d'un banc, ses mains tremblantes tenant une tasse dont elle ne goûterait pas le contenu. Il lui tendit la clé. « Ici, prenez ça. »« Faites attention, » dit-il, voix basse, parfois sans se permettre d'être entendu. Il demanda seulement une condition, la discrétion. Si la vérité venait à être publique avant un moment opportun, il risquerait son emploi, et lui aussi avait des comptes à régler. Fabricia accepta, sans questions inutiles.
Elle connaissait la valeur d'un anonymat protecteur. La clé contenait ce qui brûlait désormais entre ses doigts, des images où Milena riait d'un plan, où Vera parlait d'un nettoyage nécessaire pour garantir une réputation. Les conversations y étaient claires, les voix reconnaissables, et l'évidence d'une préméditation se découpait comme sur un écran. Le cœur de Fabricia ne se remit pas à trembler de la même manière. Une colère sombre prit la place du désespoir. Elle n'était plus seulement une victime, elle avait en main la possibilité de rendre justice, mais non par vengeance, par vérité. Ce fut Tiago qui finalement posa l'autre pierre de son édifice. Par l'intermédiaire d'un ami commun, un message anonyme parvint à lui. Tiago se souvenait d'Eduardo à l'université comme d'un jeune homme aux idéaux simples. Il ressentit une obligation morale de faire la jonction entre l'homme qui allait se marier et la femme qui venait d'être trahie. On ne joue pas avec des histoires d'amour qui ont des racines. Quand il eut la clé, il observa le petit support noir entre ses doigts comme s'il tenait un verdict. Il écouta, regarda et sentit la bile lui revenir. Les phrases, les rires, la façon dont Milena et Vera parlaient de ce qu'elles avaient fait comme d'un tour réussi. L'animateur d'un groupe d'amis avait bien d'autres raisons de se taire, mais Tiago n'était pas le plus silencieux. Il prit la décision qui lie ceux qui prennent la responsabilité à ceux qui ont été blessés. Il irait porter la preuve à Eduardo, mais seulement après que Fabricia l'ait souhaité. La préparation prit des jours. Ce n'était pas un film où l'on se transforme en un battant d'un coup. Fabricia travailla sur sa posture, sur ses mots, sur la manière de présenter l'évidence, sans se laisser engloutir par l'émotion. Elle savait que l'on s'attendrait à la voir pleurer, à la croire brisée. Elle se mit donc à marcher comme quelqu'un qui n'attend plus d'être sauvé, mais qui exige ce qui lui revient. Tiago lui offrit ses contacts. Il organisa une logistique discrète, un costume pour elle prêté par une connaissance, un maquillage retenu simple, une coiffure qui ne voulait pas masquer ses traits mais les affirmer. Elle accepta tout, mais au fond d'elle, chaque geste était une requête pour que la vérité gagne sans qu'elle perde son âme dans le spectacle. Le soir du mariage, elle se présenta au portail. Ce n'était pas un acte de triomphe, plutôt un acte de nécessité. Elle se tint droite, la clé USB chaude dans la poche de sa veste comme un talisman. Derrière les haies taillées, la musique battait et les invités discutaient en bulles d'or. Les gardes, d'abord hésitants, la reconnurent et se raidirent. Milena, au milieu des fleurs, ne put s'empêcher de lancer un regard cruel. Vera se tenait en retrait, son visage une vitre tendue d'émotions calculées. Le majordome, les mains crispées sur le bord d'un plateau, regardait l'assemblée comme un chef observant une tempête imminente. Fabricia prit une longue inspiration. Elle ne venait pas pour l'humiliation, elle venait pour la preuve. Elle savait que montrer la clé dans les mains d'un garde ne suffirait pas. Il fallait une scène, un endroit où les mots auraient la force d'être entendus. Elle pensa au micro, au projecteur, à la foule qui retiendrait son souffle. Elle pensa surtout à Eduardo. Son nom, murmurait-elle, n'était pas une prière mais une demande. Qu'il se rappelle. À l'intérieur, sous la haie d'honneur, Eduardo se trouvait face à un choix qu'il ne savait pas encore formuler. Tolérer le faux bonheur d'un mariage construit sur le mensonge, ou risquer la chute d'un monde matériel pour écouter une vérité dérangeante. La mémoire le pressait, comme une main sur la nuque. Il revit les instants passés, la tendresse d'un regard, un sandwich partagé sous pluie légère d'octobre. Il sentit sa gorge serrée, la sensation d'un regret qui avait vieilli en silence. Tiago, à ses côtés, comprit l'oscillation et resta muet, prêt à soutenir. Ce fut alors que la clameur diminua. Un murmure parcourut la pelouse. Quelqu'un criait, demandant la parole. Les yeux se tournèrent vers la grille. Les musiciens stoppèrent. Le silence se fit lourd, presque palpable. Fabricia s'avança d'un pas, la clé serrée dans la main, et sans éclat, annonça qu'elle avait des preuves d'un crime moral commis il y a 10 ans. Des têtes se levèrent. Des rires étouffés d'abord, puis des visages qui pâlissaient. Milena blêmit comme si un courant l'avait traversée. Eduardo fit un pas en avant, comme pour arrêter le temps. Les images du passé se superposèrent. Un livre partagé, l'ombre d'un baiser, une porte qui claquait.
Son cœur se déchira entre l'impératif social qui l'avait mené jusqu'à l'autel et la vérité que la femme au portail apportait. Le choc fut presque physique. Il passa la main sur son visage, puis, d'un mouvement lent, ordonna qu'on lui apporte le micro. Mais avant qu'il n'eût prononcé un mot, un autre élément s'immisça dans la scène, prêt à basculer la soirée dans l'inattendu. Un téléphone vibra, un écran s'alluma. Quelqu'un, dans l'assemblée, avait décidé que la preuve devait être vue, pas seulement dite. Un invité, pris d'une indignation brusque, branchait la clé sur le système d'éclairage sans le savoir, ou peut-être avec la parfaite intention de laisser parler les images. La projection commença comme un souffle. C'était d'abord un blanc, puis des visages, puis des phrases. Les rires de Milena, les mots de Vera, la façon dont elle parlait comme si l'acte avait été un jeu d'échecs gagné d'avance. Les images n'épargnaient personne. Elles révélaient la mécanique d'une décision planifiée, la froideur calculée d'un geste destiné à effacer quelqu'un. Autour, les conversations cessèrent. Même les couverts posés sur les nappes semblèrent se suspendre. Le silence devint un poids. Eduardo se figea. Sa bouche resta ouverte une seconde trop longue. Les souvenirs se précipitèrent, non plus comme des images isolées, mais comme une suite logique. Et là, dans le tremblement d'un geste qu'on ne peut plus retenir, il comprit que l'homme qu'il était prêt à devenir, marié à une femme choisie par l'habitus et le confort, se tenait sur un sol plus fragile qu'il ne l'avait imaginé. Sa tête tourna, non par malaise physique, mais par la conscience d'un mensonge dont il avait été l'un des bénéficiaires. À cet instant précis, la salle tout entière semblait attendre une brèche, une décision qui dirait plus que 1000 discours. C'est à ce point que la nuit, déjà saturée d'émotions, suspendit son cours. Les lumières blanches de la projection léchaient les visages, laissant apparaître la couleur vraie des âmes. Surprise, honte, colère, enfin, cette chose plus rare, l'effondrement d'un masque. Les pas se firent plus lourds, et au milieu de tout cela, Fabricia, toujours droite, serra la clé dans sa paume, comme on tient un verdict libérateur. La suite dépendait d'un mot, d'un regard, d'un geste. Les invités, figés, n'avaient plus qu'à écouter. Les cœurs, prêts à basculer, furent suspendus comme des notes tenues à la fin d'un morceau. Le présent respirait dans l'attente d'une réponse, et l'histoire, sans doute, était sur le point de choisir son prochain chapitre. Le silence qui avait suivi l'ouverture de l'écran fut tellement dense qu'on aurait pu l'entendre se liquéfier. Les images déroulaient leur cruauté sans hâte. Plans rapprochés sur les visages de Milena et de sa mère, rires étouffés, gestes qui n'étaient pas destinés à être regardés. On entendait leur voix, le ton moqueur, les détails de la manigance énoncés comme une chronique fière d'un exploit. Autour, les invités se vidaient d'assurance. Certains détournèrent le regard. D'autres, incrédules, cherchaient une explication qui tienne à l'épreuve des faits. Eduardo sentit sa poitrine se compresser, comme si chaque souvenir retrouvait un espace pour respirer. Il avait pensé, ces dernières années, que la nostalgie n'était qu'un voile délicat. Il réalisa que c'était une cicatrice, et que la projection déroulait la suture comme si l'on tirait sur un fil. Les images le ramenèrent sans douceur à cette nuit fatale. La porte qui avait claqué, le silence calculé, la valise vidée. Il entendit dans sa tête la version que l'on lui avait offerte, polie et lisse, la version qui avait permis le mariage. Maintenant, la vérité le fouettait à découvert. Milena se redressa comme si on l'avait réveillée d'un sommeil trop long. D'abord, elle chercha la moquerie dans les visages, une lueur qu'elle connaissait chez ceux qui la suivaient, puis, réalisant l'étendue de ce qui se déroulait, la couleur quitta son visage. Vera, en arrière, tapa une main sur la table, un geste nerveux qui voulait remplacer l'ordre par la panique. « C'est un montage !» hurla-t-elle, la voix creusée par l'effort. Mais la bande continua, implacable. Des phrases précises, des noms cités, des aveux qui n'en étaient pas vraiment mais s'en approchaient. Les invités murmurèrent, certains prirent des téléphones, d'autres restèrent comme figés sur une ligne de faille. Eduardo prit finalement la parole. Sa voix, quand il parla, était faible au début, puis elle gagna en fermeté, non pour jouer, mais parce que la vérité le contraignait.
Il n'avait pas besoin de mots grandiloquents. Il regarda Milena, et ce regard, tant de fois comblé d'espoir confié, était devenu une question. « Non, je ne l'épouse pas. » Les mots tombèrent comme un couperet. L'effet fut immédiat et total. Les rires étouffés se muèrent en exclamations. Certains invités se levèrent, d'autres restèrent assis, comme si leurs jambes refusaient la trahison morale. Milena porta une main à sa bouche, puis se précipita vers Eduardo, voix suppliante. « Eduardo, c'est un malentendu, je peux expliquer. » Mais ces explications sonnèrent creuses face aux images. Vera tenta de l'interrompre, de détourner l'attention. Elle parla d'une provocation, d'une farce, jura que tout cela était manipulé. Mais les enregistrements continuaient de parler, et rien ne semblait capable de les rendre muets. Un murmure traversa la foule. Qui était la femme à la grille? Beaucoup avaient vu son visage, beaucoup la connaissaient désormais comme celle qui avait révélé l'affaire. Mais la question, plus importante, était ailleurs. Qu'allait faire Eduardo? Après un long silence, comme si l'homme cherchait en lui la permission de changer le cours des choses, il prit le micro à deux mains et avança d'un pas. Son visage était pâle, mais son regard, pour la première fois depuis des années, définissait sa volonté. « J'ai appris aujourd'hui que j'ai été, sans même le savoir, complice d'une injustice, » déclara-t-il, et chacun sentit la sincérité qui le traversait. J'ai fermé les yeux sur des choses que je croyais nécessaires pour préserver un certain monde. J'ai cru à des histoires confortables. Je ne peux plus faire semblant. Il se tourna vers Milena. Je ne peux pas te demander d'entrer dans une vie que je sais bâtie sur un mensonge. Puis, tournant le visage vers Fabricia, il ajouta d'une voix que certains reconnurent comme un écho des jours passés. Et si tu veux, si tu acceptes, je veux te demander pardon, te demander une chance d'être à la hauteur de ce que j'aurais dû être. Les mots suivants, simples et brusques, firent vaciller la robe parfaite de la mariée comme un rideau qu'on dégrafait. Non, je ne l'épouse pas. C'est elle que j'aime. La phrase nette, sans la moindre ornementation, fit ce que des images n'avaient pu complètement faire. Elle transforma l'onde de choc en décision publique. Milena lâcha prise, comme si la table qu'elle avait construite sous ses pieds venait de s'effondrer. Vera hurla non plus pour convaincre, mais parce que la panique l'empêchait de formuler quoi que ce soit d'autre. Certains invités bougèrent, d'autres se réfugièrent dans leur téléphone. Un silence dense se posa. Fabricia sentit la chaleur remonter de ses entrailles. Ce n'était pas la jouissance d'un triomphe, c'était l'étranglement d'un choc qu'elle avait attendu pendant 10 ans et qui maintenant lui demanda de répondre. Elle avait préparé des mots clairs, sans fureur inutile, pour raconter ce qu'on lui avait fait. Mais l'appel d'Eduardo la prit de court. Elle n'était pas venue ce soir pour être aimée d'un geste spectaculaire, elle était venue pour la vérité. Aussi, quand il prononça ces mots, la première sensation fut l'absurdité d'un destin que l'on croyait réglé autrement. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle se contenta de baisser les yeux, de respirer. Thiago, à l'écart, serra une main sur l'épaule d'Eduardo, comme pour lui transmettre la permission d'aller jusqu'au bout. Il avait déjà joué un rôle discret. Amener les preuves au bon moment, prêter une oreille, aider à protéger Fabricia des retours de flamme. Là, il se contenta d'être témoin en silence. La foule, qui avait supporté l'instant comme un matériau fragile, commença à vaciller entre la compassion et la curiosité. Certains regardèrent la scène avec une sorte d'appétit voyeur, d'autres avec honte. Milena, plus cerf-volant que reine, tenta un dernier geste. Elle s'avança, persona blessée, et implora le regard d'Eduardo. « Dis que tu me crois. Dis que tu comprends que nous ne ferions pas ça. » Sa voix était pleine d'un mélange toxique de peur et d'orgueil. Elle cherchait la confirmation qu'elle resterait l'objet du monde, la femme qui impose sa retenue sur les opinions. Mais la réponse fut un silence froid. Certains proches esquissèrent un pas vers elle, d'autres reculaient. Ce fut Vera qui, folle de rage, se jeta sur le micro, voulut interrompre la projection, menaça d'alerter la sécurité. Sa main tremblait, elle cherchait un complice dans la foule, un avoué, quelqu'un qui pourrait ressusciter l'illusion. Mais les images, là, avaient pour elle la force d'un procès populaire.
Les téléphones avaient filmé, les réseaux commençaient déjà à vibrer, la soirée, qui promettait d'être un théâtre de beauté, devenait une arène. La fureur de Vera n'eut d'autre issue que la panique. Elle hurla des choses qui, pour ceux qui écoutaient, étaient démentes. Accusations inversées, implorations, menaces. Rien ne s'accordait plus avec la scène. La suite fut brutale et ordinaire. Les photographes, d'abord décontenancés, réalisèrent que l'histoire avait basculé. Leurs clichés, leurs lives, leurs posts allaient faire le tour du monde. Un journaliste, le téléphone tremblant, envoya un message à la rédaction. Les hashtags commencèrent à apparaître. Dehors, derrière les haies, des passants s'attroupèrent, attirés par la rumeur. En quelques minutes, la fête privée se trouva exposée à un public qui ne connaissait pas les codes de l'illusion. Et dans cette exposition, la vérité trouva un allié qu'elle n'aurait peut-être jamais eu dans un couloir verrouillé. Les conséquences immédiates furent pratiques et humaines. Eduardo fit deux choses. Il demanda aux musiciens d'arrêter la musique, puis il se retira à l'écart avec Fabricia et Thiago. Il ne s'agissait pas d'une fuite, mais d'un besoin de préserver l'intime dans l'orage. Milena, déboussolée, se retrouva emportée par les réactions. D'un côté, des murmures compatissants venant de ceux qui voyaient en elle surtout la victime d'un rêve brisé. De l'autre, des regards accusateurs. Vera, au bord de l'effondrement, cherchait des secours financiers, des moyens de sauver leur position. Elle appela un avocat, un gestionnaire de crise, tenta de tordre la réalité. Mais la mécanique avait été exposée, et la réparation immédiate n'était plus à la portée de ses mains tremblantes. Dans les jours qui suivirent, la tempête médiatique monta. Les extraits de la vidéo circulèrent, d'abord en coupure, puis en intégralité sur quelques plateformes. Les maisons de couture et marques qui avaient accordé des contrats à Milena se retrouvèrent face à un dilemme. Maintenir un contrat avec une personnalité désormais associée à la manipulation ou rompre pour protéger leur image. Plusieurs décideurs optèrent pour la distance. Ce furent des ruptures pragmatiques, résiliation de contrats, suspension de campagne, mais l'effet symbolique fut sans appel. La manne de soutien qui faisait briller Milena commença à se tarir. Vera essaya d'acheter le silence d'anciens complices, mais ceux qui avaient été impliqués dans la nuit fatale eurent peur de l'association publique. Certains oscillèrent, d'autres firent profil bas. La pression sociale trouva des conséquences dans la sphère privée. Eduardo, homme de décision concrète, prit les siennes. Il révoqua la promesse d'un fonds que Milena devait administrer, retira des contrats d'image qu'il avait facilités, annula les soutiens discrets qu'il fournissait à la famille de Vera. Ces gestes, simples en apparence, eurent pour effet de priver Milena de ressources pratiques, l'accès à certains appartements de standing, la garantie financière qui soutenait ses projets, le pouvoir de maintien dans des cercles qui exigeaient solvabilité. Les gestes d'Eduardo n'étaient pas vengeurs, ils répondaient à une logique. Il retirait les instruments qui avaient servi à construire une ascension fondée sur le tort d'autrui. Dans le même temps, Fabricia n'accepta pas la figure de sauvée qu'on voulait lui assigner. Elle refusa d'être la page finale d'un récit de revanche. Ce qu'elle demanda d'abord fut un endroit sûr pour dormir, une promesse de soutien pour retrouver une stabilité matérielle, et surtout la possibilité de reprendre ses études. Elle avait appris à se tenir debout dans l'adversité. La preuve lui avait donné un levier non pour détruire, mais pour reconstruire. Eduardo, conscient de sa part de responsabilité passée, d'avoir été inerte quand il aurait dû regarder de plus près, proposa des mesures concrètes. Un logement temporaire finance par une fondation familiale, une bourse pour reprendre ses études et un engagement à créer un programme de soutien pour d'autres victimes d'expulsions arbitraires. Il sut, en même temps, que l'argent ne refermerait pas les plaies, mais qu'il pouvait offrir des outils. Fabricia accepta ses offres avec réserve. Elle voulait agir sur sa vie, pas devenir un trophée de réparation. La reconstruction fut lente et tranchée. D'abord, il y eut la récupération matérielle, grâce aux témoignages et aux investigations informelles menées par quelques amis loyaux, la trace d'un complice fut retrouvée.
Ce dernier, petit employé d'une pension, fut mis devant ses contradictions par un voisinage qui en savait plus qu'il n'osait dire. Dans un mélange de peur et d'amertume, il avoua avoir été payé pour agir. Ce n'était pas là un acte héroïque pour Fabricia, mais c'était une reconnaissance, un nom associé désormais à une responsabilité. Certaines affaires furent réglées à l'amiable, non par la force d'un tribunal, mais par la volonté de ceux qui voulaient éviter d'être pillés par le scandale. La restitution de quelques effets personnels permit à Fabricia de récupérer des objets de mémoire, des livres, des photos qui avaient été subtilisés. Ensuite vint la phase la plus délicate, la réparation humaine. Fabricia replia ses souvenirs comme on range des pièces fragiles. Elle rencontra des conseillers, accepta des thérapies, se remit à écrire, petit à petit, une narration qui ne serait plus seulement celle d'une victime. Eduardo prit le temps d'écouter, parfois maladroitement, parfois avec une humilité qui lui coupait la parole. Ils parlèrent longtemps, sans précipitation. Des années perdues, des responsabilités partagées, des silences qui avaient fait leur chemin. Ce que Fabricia attendait avant tout n'était pas un aveu spectaculaire, mais une responsabilité sincère. Elle voulait voir des gestes qui ne soient pas des pansements, mais des actes durables. L'un des gestes fut concret. Eduardo proposa à Fabricia de coordonner avec sa fondation un programme de réinsertion pour jeunes expulsés, en associant des universités, des pensions sociales et des mentors. Elle accepta, non comme une invitation à la célébrité, mais comme une opportunité de transformer la douleur en un levier. Elle monta un projet pédagogique, recruta des volontaires, rencontra des responsables de collège. Peu à peu, son nom devint associé non à la honte, mais à un programme de restitution. Elle recommença à fréquenter des amphithéâtres, non comme étudiante naïve, mais comme femme qui avait traversé le feu et en avait gardé la lucidité. Eduardo, à ses côtés, travailla pour changer sa vision du monde. Il réduisit des dépenses superflues, posa des décisions de gouvernance au sein de son groupe familial, mena des campagnes pour lutter contre l'expulsion arbitraire. Ce furent des actes banals et pourtant profonds. Des mesures de politique interne, des donations dirigées vers l'éducation, des partenariats avec des ONG, des gestes qui ne changent pas la douleur, mais qui allègent la route pour d'autres. Quant à Milena, le retentissement fut violent. La perte soudaine d'appui brouilla ses nuits. Elle qui avait appris à modeler l'opinion se trouva sans point d'appui. Elle tenta une stratégie, humilité publique, interview mesurée, tentative d'explication. Au début, sa parole fut rejetée comme opportuniste. Certaines voix s'élevèrent pour demander des comptes. D'autres, plus indulgentes, parlèrent de jeunesse, d'erreur. Vera, quant à elle, glissa dans un isolement amer. Elle qui avait bâti une identité autour de l'ascension sociale vit ses réseaux se rétrécir. Elle chercha à recruter des soutiens, mena des appels désespérés, chercha à retourner des alliés. Peu de portes s'ouvrirent. Celles qui s'ouvrirent furent teintées d'un calcul prudent. La chute ne fut pas une sentence judiciaire, mais une chute sociale. Invitation refusée, collaboration rompue, portes se refermant. La question de la réconciliation fut la plus difficile. Peut-on et doit-on pardonner? Milena écrivit des lettres à Fabricia, désespérée, parfois sincères. Elle demanda à la femme qu'elle avait blessée un pardon qui, si offert, ne rendrait pas les années volées. Fabricia prit le temps de répondre. Elle ne refusa pas la parole, mais posa des limites. La vengeance n'était pas son horizon, mais la reconnaissance et la responsabilité l'étaient. Elle accepta, d'une manière mesurée, de recevoir des excuses publiques. Elle ne chercha pas à être la juge ultime de Milena. Elle voulait simplement que la vérité soit connue et que des mesures soient prises pour éviter que d'autres ne subissent le même sort. Les mois qui suivirent furent tissés d'alternance. Progrès concrets, retour de douleur. Fabricia reprit ses cours, commença à enseigner ponctuellement dans des ateliers pour jeunes en difficulté et accepta un poste temporaire de coordination dans le programme créé avec la fondation d'Eduardo. Elle refusa d'emblée les honneurs médiatiques permanents. Elle demandait des résultats plutôt que des titres.
Eduardo, qui avait traversé une métamorphose intérieure, apprit à gouverner sa fortune non pas comme souverain d'un royaume clos, mais comme gestionnaire d'une responsabilité publique. Il modernisa les pratiques financières familiales, créa des dispositifs de soutien et imposa des règles internes pour éviter que des ressources ne servent à consolider des injustices. La relation entre Eduardo et Fabricia devint, au fil du temps, une histoire moins de spectacle que d'apprentissage. Ils ne se marièrent pas la semaine suivante comme un effet de romantisme. Ils prirent le temps. Leur rapprochement fut d'abord un compagnonnage, une amitié réparatrice. Ils partagèrent des repas simples, des conversations sans enjeu, des heures où l'on explique qui l'on est. Eduardo avait honte de ses omissions. Il les confessa, non pour apaiser sa conscience, mais pour ouvrir la transparence. Fabricia accepta les aveux, mais décela qu'elle n'avait pas envie d'être réintégrée comme si rien n'avait eu lieu. Elle voulait un engagement autre, bâti sur la pleine acceptation des faits et sur la construction d'un futur commun qui ne reproduirait pas l'ancienne arrogance. Le geste symbolique qui scella leur changement ne fut pas une cérémonie grandiose, ce fut une petite signature dans un bureau discret de la Fondation, un partenariat avec une université publique pour financer des bourses destinées à des étudiantes vulnérables, un fonds d'urgence pour aider les personnes expulsées à retrouver un logement dans les semaines qui suivent, des formations professionnelles. Fabricia signa avec la même main qui avait autrefois serré une clé USB. Eduardo signa en regardant ses équipes, déterminé à ce que la philanthropie ne soit pas une vitrine, mais un instrument. Ce fut un acte concret qui témoigna d'un tournant. Le monde continua de tourner, laissant derrière lui des traces. Milena reconnut, à force d'échecs et d'épuisement, que la route du retour serait longue. Elle n'obtint pas immédiatement un pardon universel, et elle dut accepter l'idée que certains cercles resteraient fermés. Vera, isolée et rongée par l'amertume, chercha à gamberger une dernière manœuvre pour se racheter, mais la plupart des portes restèrent closes. Les pendules sociales avaient tourné. La réputation, fragile, s'était fissurée. Pour Fabricia, la victoire ne fut pas absolue. Elle conserva des cicatrices, des nuits où la mémoire revenait, des jours où la dignité vacillait. Mais elle trouva, progressivement, des raisons de confiance. Elle put rendre visite à l'amphithéâtre, où jadis elle avait connu des heures de joie studieuse. Elle étreint la table d'un café où Raphaël, le barista, lui sourit timidement quand il la vit entrer. Raphaël, discret héros, avait repris son travail et observait souvent les volontés de ceux qui passaient. Il était resté ce témoin qui n'avait pas su trembler. Pour lui, voir la reconstruction était un baume. Il refusa toujours les feux médiatiques, préférant la satisfaction d'avoir fait ce qui était juste. Il y eut aussi des conséquences pour le complice dans la pension. Pris par la culpabilité et la pression, il partit de la ville, laissant derrière lui des traces. Les autorités locales, alertées par quelques témoignages et des enquêtes amateurs, ouvrirent des pistes, mais la priorité pour Fabricia n'était pas la vengeance judiciaire. Elle voulait certitude et réparation pratique. Certaines discussions furent menées à l'amiable, des restitutions furent négociées. D'autres démarches restèrent en suspens, enveloppées par la lenteur des procédures. Les retrouvailles ne se firent pas en un acte final, mais en une série de petits gestes. Eduardo, pour sa part, réduisit sa vie cérémonielle. Il fréquenta moins les soirées somptueuses et consacra plus de temps à l'action sur le terrain. La richesse, quand on la gouverne de façon différente, peut être un instrument de réparation. Il s'entoura de conseillers compétents, remit en cause des usages familiaux et choisit de soutenir des projets qui avaient une incidence réelle. Fabricia, qui avait appris à compter sur elle-même, trouva en ce compagnonnage une stabilité qui n'effaçait pas sa mémoire, mais l'intégrerait dans une histoire de sens. Un an après la projection, la scène publique avait changé de tonalité. Certains regards demeuraient soupçonneux, d'autres attendris. Milena tenait des entretiens plus humbles, affichait une volonté de réparation, des gestes qui, pour certains, n'étaient
pas suffisant. Vera, elle, avait perdu l'essentiel de son réseau. La solitude lui avait appris à la dure la fragilité du pouvoir fondé sur la peur. Raphaël continuait de verser son café avec le même soin. Thiago, fidèle comme un fil conducteur, restait auprès d'Eduardo, en ami, en soutien. Le dernier épisode public de l'histoire eut lieu non pas dans un palais, mais dans une petite salle de l'université. Fabricia avait accepté d'y donner une conférence sur la résilience et l'accès à l'éducation. Elle entra sans maquillage outrancier, une robe sobre, le visage ouvert. La salle était pleine de visages jeunes, certains issus de milieux fragiles, d'autres simplement curieux. Elle parla, sans dramatiser, des années noires et du long travail pour retrouver ses livres. Elle raconta la nuit qui l'avait transformée, mais sans revivre le drame, plutôt pour décrire les étapes. Elle parla des personnes qui avaient été solidaires, de Raphaël, de Thiago et, sans emphase, d'Eduardo. Sa voix, claire, était une leçon sur l'orgueil, la réparation et la responsabilité. Après la conférence, il y eut des applaudissements, des mains tendues, des jeunes qui vinrent lui demander des conseils. Elle conseilla sur la manière de demander de l'aide, sur la recherche de mentors, sur la nécessité d'apprendre à transformer la colère en action. Elle savait que la route était longue. Elle savait aussi que la vérité, quand elle devient action, peut modifier un petit segment du monde. Le couple, si l'on peut appeler ainsi leur relation, ne fut jamais un conte à l'eau de rose. Ils se aimèrent d'une façon mesurée, consciente de la fragilité de leurs blessures passées. Ils ne cherchèrent pas à réparer le temps perdu par des gestes fastueux, mais par une intimité faite de petits rituels, des promenades au lever du jour, des repas modestes, des lectures partagées. Ils finirent par convoler, pas sous les projecteurs d'un palais, mais dans la cour d'une petite mairie, entourés de quelques amis et d'un nombre réduit de journalistes conviés à respecter la pudeur. Ce mariage fut simple, réel et longuement médité. Il fut l'aboutissement d'un processus, non la fin d'un conte. Ils dirent des mots sincères, mais surtout, ils signèrent des engagements concrets envers des projets sociaux et un dispositif d'aide aux expulsés. Leur union, loin d'être un triomphe ostentatoire, fut une promesse de responsabilité. La ville, qui aime les histoires nettes, garda de cette affaire une mémoire partagée. L'image d'un banquet interrompu, la projection d'un mal vieux de 10 ans, la chute d'une ambition construite sur le tort d'un autre. Mais la leçon, plus profonde, fut celle d'un mouvement. La vérité, quand elle est exposée, ne garantit pas la réparation immédiate, mais elle crée des possibilités. La dignité retrouvée de Fabricia n'effaça pas la violence subie, mais elle montra que la personne blessée peut devenir actrice d'un changement. L'abandon de la fiancée mannequin au profit de la femme sans abri fut, pour beaucoup, le détail choquant que relate le titre. Pour eux, il devint surtout le point de départ d'une reconstruction collective. Au crépuscule d'un été suivant, on les vit, Eduardo et Fabricia, marcher côte à côte le long d'un parc modeste, loin des éclats et des lustres. Ils ne parlaient pas de gloire. Ils évoquaient des projets. Une bourse pour des étudiantes en risque d'expulsion, un petit refuge transformé en lieu d'apprentissage, un réseau d'anciens élèves engagés pour accueillir ceux qui tombent. Fabricia serra la main d'Eduardo et lui dit, sans amertume ni triomphe, « Ce que je veux, c'est que d'autres ne traversent pas la même nuit. » Il acquiesça, regardant l'horizon avec la gravité de celui qui sait que la vie se bâtit en actes, pas en discours. Le récit se referma sur une idée simple et sévère. La vérité peut éclater, la richesse peut changer de direction, l'amour peut naître là où l'on ne l'attendait pas, mais la reconstruction demande du temps, de la constance et des gestes. Ce n'était pas un conte où la justice tombe comme la pluie en une nuit, c'était une histoire de réparation, pas d'anéantissement. Les cicatrices restaient, mais elles ne définissaient plus l'identité entière. Si vous êtes allé jusqu'au bout, écrivez « L'amour triomphe » dans les commentaires pour partager ce que vous avez ressenti.